Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Tirefess. Aujourd'hui, ça va être très cool. On va vous parler un peu des coulisses de lancement de comptes sur nos réseaux sociaux pour nos clients. L'idée, c'est de vous dire un peu notre méthode, comment on fait pour réussir à faire un lancement réussi, un lancement qui a de l'impact et vous raconter ce qu'on a fait notamment pour Brescola, là récemment. Et pour commencer, les gars, comment ça va ? Vas-y Hugo. Moi, je suis malade. Depuis 3 donc, semaines. donc ouais, ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, là, je fais pas les choses à moitié. Donc, d'un petit rhume, ça a migré vers un très très gros rhume. Je vous en dirai pas plus, mais ouais, donc un peu fatigué. Donc, j'ai hâte de retrouver mon état de santé 100%, parce que en plus j'ai envie de charbonner, mais je sens que je suis un peu fatigué. Mon cerveau est un peu au ralenti. Donc, j'espère que je vais pas trop tousser. Je vais pas me moucher. Mais sinon, bah, ça va, hein. On garde le sourire. Et t'étais sur un super tournage Ouais, hier on était sur un tournage là pour Fever Tree. En plus, il y a une épidémie chez Tirefess, donc Oui, c'est vrai. notre photographe Alma qui était prévu sur le shoot n'a pas pu faire le shoot. Donc j'ai repris mon appareil photo et je me suis remis à shooter. Donc j'ai quand même kiffé le fait de revenir à shooter. Mais ouais, c'était physique. Je l'ai un peu payé hier soir et un peu aujourd'hui. Bah écoute, moi ça va, plutôt dans un bon mood. Le soleil est de retour, donc tout va bien. Et je suis encore sur mon énervement de webinar, parce qu'on enregistre ce podcast juste après un webinar que j'ai fait en live, dans lequel je me suis mis tout seul dans la sauce, parce que j'ai voulu faire une démonstration en live de ce qu'on pouvait faire grâce à l'IA sur la partie stratégie social media, et surtout quelles en étaient les limites. C'était une grande première pour un webinaire Tirefess, avec quelques considérations d'ordre technique et puis surtout tributaire de l'outil que j'utilise, qui était Claude, quoi. Mais j'ai le sentiment que ça s'est bien passé, je suis assez content. Ça mettait un peu de challenge dans un exercice auquel on est habitué, donc c'était très bien, très cool, et je suis content de ce qu'on est ressorti. Et toi, comme ça? Très bien. Petit condensé de vous deux. Bon mood parce qu'on lance plein de trucs pour des clients, des bons signaux, plein de choses qui sont intéressantes. Et j'ai hâte de parler de Brescola parce que fait partie des marques sur lesquelles on avait beaucoup d'attentes. Tout le monde avait hâte de voir ce qu'on allait faire. Donc à date, on n'a pas encore sorti les contenus. Donc on va se projeter un peu sur l'avenir, mais on sort d'un gros tournage et d'une strat qu'on a mis en place pour eux, donc ça va être sympa d'en parler. Glenn, est-ce que tu devais résumer un peu notre vision et notre façon de faire en strat sur un lancement d'une marque en social media? Alors, ça a pas mal évolué dans le temps, hein, chez Tirefess, mais si je dois résumer aujourd'hui notre vision, c'est la vision d'un créateur de contenu qui se lance sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, t'es créateur de contenu, tu as envie de percer sur les réseaux, tu as envie de trouver ton format, qu'est-ce qui va te rendre viral, c'est quel format qui va commencer à te faire gagner des abonnés. Et donc au début, tu dois poster beaucoup régulièrement et être assez intense. Mais au fond, tu t'en fous un petit peu parce que les gens te connaissent pas ou peu, et donc c'est le moment de tester beaucoup de choses. Sur une marque, c'est un peu différent, on peut pas faire tout et n'importe quoi parce que les marques sont déjà connues ou en tout cas ont déjà une première notoriété, et encore plus sur une marque comme Brescola. Et donc c'est vraiment de se mettre dans cette optique-là. On teste, on itère, on mesure vite, on cut les formats qui fonctionnent pas et on intensifie ce qui performe bien. C'est la première fois vraiment qu'on le met en place là, parce que souvent quand on vend une prestation pour un client, on va vendre je sais pas, 8-10 contenus par mois par exemple. Là on s'est dit, je sais plus combien on va en avoir, mais peut-être 15, 20. Et c'est là où on se dit, mais en fait on se fixe pas, c'est pas la limite contractuelle, c'est vraiment l'enjeu de faire un très bon lancement, surtout qui nous challenge, et vraiment de se dire, si notre conviction c'est de se rapprocher de cette notion de créateur, ok, on se donne les moyens aussi pour réussir avec la marque. Donc ça, c'est l'élément important. Et dans cet élément-là, il y a un élément hyper important qui est un élément de pédagogie. Comment t'expliques ça à ton client, parce qu'on change, on va chambouler pas mal de choses. Et donc, comment on l'explique? Ce que j'allais dire, c'est vrai que sur ce parti pris-là, ce que je trouve à la fois excitant et qui peut aussi faire peur, du coup, c'est en concevant sa communication sur les réseaux comme un créateur de contenu, ça t'amène forcément à faire des choix qui sont peut-être pas ceux auxquels la marque a été habituée. Je pense notamment à comment on évalue de la qualité d'un contenu. Tu vois, la place que prend la qualité de la production dans le contenu. Ouais. Être en capacité de faire la paix avec le fait que
les premiers plannings, il y a aussi des hypothèses de travail, il y a une partie d'expérimentation. Et donc se dire que si un format marche pas, c'est pas grave, c'est même une bonne chose, c'est un signal. C'est-à-dire, ok, ce truc-là a pas pris. Est-ce qu'il y a moyen d'itérer sur le format pour s'assurer que c'est pas juste une erreur de montage et que c'est pas, tu vas pas remettre en question le concept, mais plutôt la manière qu'on a eu de le formaliser, tu vois. Et donc c'est vrai que là-dessus, c'est une approche qui est assez différente des médias traditionnels où ta copie télé, une fois qu'elle est shootée, tu peux pas en faire 4 versions différentes, tu peux pas retester la semaine d'après avec une autre copie. Enfin, tu vois, donc je pense que ce travail de pédagogie, et du coup, je suis curieux aussi de savoir comment est-ce que toi, tu l'amènes ou c'est quoi les arguments qu'on fait valoir pour défendre cette approche-là. En gros, une des erreurs qu'on faisait avant, je pense à des lancements quand on est arrivé chez Donna par exemple. On était arrivé, on avait chamboulé toute la strate et on était arrivé avec nos convictions où on secoue un peu les choses chez Tierfest, quoi. Et je me rappelle de la directrice marketing de l'époque qui dit en fait là, ça va pas, je me prends que des feedbacks négatifs en interne, personne comprend la strat. Là, on a une réunion par exemple demain où on va expliquer au directeur marketing pour pas laisser la responsable marketing porter ce poids-là et se prendre les scuds en interne. Et on va aller le présenter, on va expliquer les choix derrière. C'est pas juste du divertissement gratuit, c'est qu'il y a un peu une stratégie derrière. Aujourd'hui, on échange, on discute et on essaye de faire comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça, quoi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la force de frappe qu'on a mis en place pour que ça marche. On s'est déplacé à 5 à Paris pour le premier tournage. On avait des intentions qui étaient, on va dire, validées par le client, etc. Donc, un listing de 15 vidéos qu'on allait produire. Et en fait, le terrain nous a permis de tester des choses et se rendre compte assez vite que ça prenait pas ou qu'il y avait des choses à faire différemment. Et on n'est pas resté figé dans le sens où on avait vendu ça, il faut absolument vers ça. S'il y a une opportunité, on va un peu faire différemment. Et c'est aussi là intéressant, je trouve, notamment sur le lancement de Brescola, c'est que je pense qu'on aurait mis 3 mois à arriver aux mêmes conclusions avec un lancement classique. Là, dès le premier mois, on sait déjà qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui va prendre. Et derrière, on peut faire en sorte que la strat, elle puisse avoir un vrai lancement qui soit intense et qu'on ait des bonnes perfs. Parce qu'en vrai, on se rend compte, comme dans le monde des agences, c'est beaucoup la perf qui donne, on va dire, de l'impact et du poids à nos décisions et à ce qu'on met en place. Et du coup, dès qu'on va les chercher assez vite, plus on aura de liberté pour pouvoir tester d'autres choses, etc. On reste quand même plus ou moins sage dans ce qu'on fait. On n'est pas... Il y a des formats qui sortent un peu du cadre, mais ça va, ouais. On reste quand même plutôt cool là-dessus. Mais je trouve qu'on a beaucoup appris. Fini au commissariat quand même sur une. Oui, c'est vrai. Faudra suivre sur Brescola. On ne sait pas encore si la marque l'autorisera parce que je la présente demain, mais je croise les doigts fort. Petite astuce pour échanger du Brescola contre une Tour Eiffel. Pour tirer le fil de ce côté créateur de contenu, approche entre guillemets de créateur versus approche de marque un peu plus classique, et notamment pour faire écho à ce que tu disais Ben sur on a dépêché 5 personnes et tout, est-ce qu'il y a des points de vigilance ou des bonnes pratiques que vous pouvez nous partager entre guillemets sur les apprentissages de ce lancement, sur même comment tu penses ton setup, tu vois, genre on a été shooté, on est parti à 5 à Paris, c'était quoi l'équipement, comment vous aviez préparé le shoot, vous aviez une feuille de route, mais tu disais que vous avez laissé la place quand même à l'expérimentation, à quel moment vous étiez en capacité de se dire ah putain là il y a un truc intéressant, faut qu'on tire le fil parce qu'en fait ça c'est intéressant, et surtout putain, c'est ma manie de poser 15 questions en une, mais et là on se dit putain quelle question il a posé déjà. Putain, j'étais mauvais au jeu des mémories là où tu te souviens. Comment vous allez aussi je suis curieux aussi de se dire si on tire le fil des apprentissages que vous avez tirés de ce premier shoot, comment ça va impacter ou influencer ce que vous allez faire sur les prochains, tu vois. Pour peut-être aussi pour raconter un peu comment s'est déroulé le shoot. Au départ, on savait qu'on devait aller trouver le bon spot, parce que la strat est quand même beaucoup basée sur les interactions avec les gens. Donc il fallait qu'on trouve le bon spot sur lequel on doit concentrer notre temps et notre énergie. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu une journée avant en repérage pour tester des choses. Et en fait, on a commencé du coup au Trocadéro. Et en fait, on s'est rendu compte que les touristes avaient peur de nous.
En fait, on avait beaucoup de formats avec les touristes qu'on voulait mettre en place, etc. Sauf ils étaient terrifiés par nous. Ils avaient peur de se faire braquer, etc. Et en fait, ils se sont rendu compte que ça marchait pas, que derrière. que Glenn en impose aussi. Exactement. Donc, Basic Fit, ça paye. Tu vas arriver Glenn, tu cours. Quoi. Glenn 10% chez Basic Fit. Et du coup, hyper chiant parce qu'en fait, on se rend compte que tous les trucs qu'on avait imaginés avec des touristes ne marchent pas. Donc, soit on insistait et derrière, on perdait notre temps et notre énergie, soit on trouvait une solution de repli. Et en fait, on s'est dit, ça marche pas. Plutôt que à se dire, on passe la journée entière là-bas, on a trouvé un autre spot. On savait que Châtelet était très réputé pour faire du coup les micro-trottoirs, que tous les micro-trottoirs parisiens vont là-bas pour avoir des choses. Et du coup là on a changé un peu notre façon aussi de voir les choses. C'est que au départ le format micro-trottoir, effectivement on le commençait avec une dégustation, sauf les gens dégustaient et se barraient. Et du coup on a un peu amélioré, donc, vous verrez dans les vidéos, mais on a un peu amélioré notre façon d'amener un micro-trottoir, etc. Et tout ça, en 2 jours, on est passé de un truc qui marche pas très bien à un truc qui fonctionne et avec des super contenus à tourner. Donc, beaucoup d'expérimentation et beaucoup de remise en question en direct, que ce soit dans le lieu, dans la façon de faire et de tourner les choses. Et après, sur le matos, beaucoup d'agilité, quoi. Je double-clique juste sur Ouais, un truc, ouais. tu vois, tu dis, on constate que ça marchait pas. Parce qu'en Ouais. fait, je trouve ça hyper précieux comme retour d'expérience et j'aimerais bien tirer le fil de moi demain. Je suis dans cette position-là où je dois avoir ce niveau de réactivité ou être capable de faire preuve de flexibilité comme ça. Qu'est-ce que je regarde? Quels sont les signaux auxquels je dois prêter attention? C'est quoi mes points de vigilance? Comment tu sais que le truc marche pas? C'est quoi tes warnings? Tu es en train de shooter un truc et tu te dis, non, là ça fonctionne pas, il faut qu'on pivote. Nous, sur la cascade divertissement, parce que du coup, nous avec Glenn, on était quand même assez loin de la capture pour pas faire trop effet de masse autour de la personne qui se fait interviewer, interaction. C'est direct la première question qu'on posait à Anthony et Mathieu, c'est est-ce que vous avez kiffé l'interaction avec la personne? S'ils disent pas ouf, pas dingue, etc., c'est vrai qu'il y a un problème. Du coup, direct, on se posait la question en disant mais qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi le problème, etc. Et en fait, très vite, on a eu des retours qu'on a pu tester par la suite. Mais pour moi, si le tournage n'est pas drôle et s'il revenait pas avec un sourire en disant putain, c'est génial, en fait, il y avait un problème et ça marcherait pas et on passe à autre chose ou on change de façon de faire, quoi. Et peut-être dans le rôle aussi des teams, c'est-à-dire qu'il y a la team qui va tourner. Là, c'était Anto qui faisait le micro-trottoir et Mathieu qui filmait. Et alors déjà, c'est aussi d'avoir une double cam. On avait aussi une Osmo en plus, si on voyait un truc à filmer en plus. Mais c'était surtout que nous, on soit en capacité de trouver les bons personnages. Attends, Anto, là, j'ai un perso là pour toi, il peut être pas mal. Et de réfléchir à des nouveaux concepts pour essayer de rebondir à chaque fois sur des nouvelles choses, quoi. On se dit à un moment, en fait, ce serait hyper drôle d'avoir un sosie, je sais pas, de Zidane et de lui dire, attends, faut que tu joues Zidane, t'es Zidane, tu vas déguster du Bariscola, tu as des trucs comme ça. On n'a pas trouvé Zidane, mais On a eu une grosse phase où on change des sosies. et on On a trouvé. a Ah, On vous parlait avez- d'Elvis qui Ouais, c'est mais pas concluant. Elvis a couru. et donc, tu vois, et ça, c'est des idées qu'on a eu on spot, que c'était pas quelque chose qu'on avait écrit, mais on se dit, putain, ça pourrait être hyper drôle ce truc-là. Et donc, c'est vraiment d'être dans une optique un peu de jeu où tu dois trouver un format qui te fait marrer et qui potentiellement fera marrer d'autres personnes. Donc, tu es en réflexion permanente, quoi. C'est vraiment... Et ça, c'est pas évident pour les marques qui aiment bien que tout soit écrit avant. C'est de se dire, des fois, en marchant, on va voir des choses qu'on voyait pas quand on était en brainstorming autour d'une table. Beaucoup d'observations. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est quelque chose dont on a déjà pu parler ensemble sur plein d'aspects différents. Tu vois, on en avait parlé sur dans Savéole. Savéole et je pense aussi à Chrono Drive. Où, Ouais. je sais qu'avec Anto, il y avait un peu ce truc des fois de se dire Ouais, ouais. comment l'indicateur ou le cue qu'on va chercher, qu'on va essayer d'aller chercher, c'est si nous on prend du plaisir à le faire, les gens prennent du plaisir à le regarder, quoi. Et bon, après évidemment tu peux pas faire abstraction de l'enjeu des marques, mais ce que j'en retiens, c'est il y a un travail au préalable à faire de je pose le cadre, qu'est-ce qu'on cherche à faire et même dans le cas par exemple d'un micro-trottoir avec des consommateurs, c'est qu'est-ce qu'on cherche à leur faire dire. C'est quoi les verbatim avec lesquels on veut repartir, parce que ça viendra conforter, illustrer, confirmer des trucs qu'on sait ou dont on est convaincu ou qui viennent nourrir le discours de marque. Et après la question c'est comment on se met dans la meilleure position pour aller les chercher ces trucs-là, mais le faire d'une façon où à l'écran ça va être sympa à regarder, ce sera dynamique, il va se passer des trucs et les gens vont pas s'ennuyer, quoi. Ouais, il y avait un truc aussi où on a écrit les vidéos
en direct. Typiquement, Glenn parle du commissariat, où en fait on a vu un commissariat, on s'est dit putain, cette séquence c'est très drôle, on sait pas trop ce qu'on va en faire, mais il faut qu'on ait Anthony qui parle avec un policier qui sort du commissariat. Absolument, il faut qu'on ait cette séquence. On sait pas encore où ça va nous mener. Et en fait, dès qu'on marchait quelque part, à chaque fois qu'on analysait quelque chose qui était potentiellement intéressant à faire, par exemple, on a vu un caricaturiste, on s'est dit non mais c'est absolument Anto, il doit se faire caricaturer avec quelqu'un et créer une interview, etc. là-dessus. Et moi j'aimais bien le côté où demain, moi si je devais faire un lancement de marque, c'est presque tu vas sur place et en fait tu imagines des choses aussi et tu testes assez rapidement. Faut pas être limité par la production. J'irais vraiment avec le minimum de matos possible pour que derrière en fait on puisse tester un maximum de choses et demain quand tu fais tes prochaines intentions, tes prochains tournages, etc. tu puisses dire bon il y avait ce format là qui peut vraiment devenir la signature, on va pousser, on va faire que ça et on va l'améliorer. Moi j'aime bien cette notion un peu de pilote où je pense que là on a plein de formats qui peuvent être améliorés mais au moins on va pouvoir les tester. Ou si on avait misé sur un seul format, je suis pas sûr que ça aurait pris ou marché quoi. Je pense par contre dans les warnings qu'il faut avoir, c'est comment d'une expérience que tu as sur le terrain, pour une personne qui va le regarder sur son smartphone, tu arrives quand même à rendre le plus lisible possible le contenu. C'est pas juste une private joke que tu avais sur le moment parce que c'est monté en chaîne et à la fin plus personne ne comprend le format. C'est de le rendre quand même lisible et très clair très vite quoi. Gardez en tête que les gens n'ont pas du tout le contexte Exactement. de l'interaction au global quoi. Exactement, donc ça c'est un élément aussi hyper important et ce qui est intéressant chez nous c'est qu'on a les monteurs chez nous qui ont aussi normalement ce recul là parce qu'ils n'étaient pas sur le shoot et donc ils ont automatiquement ce recul là, mais bon comme ils nous connaissent, ils voient un peu les formats, ils peuvent avoir quand même un biais et donc c'est à chaque fois warning là-dessus, faut pas que ça tourne en private joke quoi. Dire ah putain on a déliré sur le moment là-dessus et donc on en a fait ça, c'est peut-être le seul élément que je mettrais en hic et par contre un élément que moi je retiens de ces lancements c'est le terrain quoi. Parce que des fois il faudrait qu'on brainstorm sur le terrain quoi, en regardant les gens, en regardant, parce que c'est là que les idées viennent et c'est vraiment en faisant que tu trouves des choses, que tu améliores et je pense que beaucoup d'idées tu vois d'agences social media des fois qui fonctionnent pas, c'est parce que c'est trop éloigné du terrain et des problématiques conso. Trois questions subsidiaires. La première, c'est comment est-ce qu'à l'issue d'une expérience comme ça, vous allez arriver à documenter les apprentissages que vous en avez tirés dans le contexte de la marque. Ouais. Et là, je parle pas expertise social media. Je parle, on a discuté avec des consos, voilà les 3-4 faits marquants qui sont ressortis de la bouche des consommateurs dans le cadre des interactions qu'on a eues avec eux pour que ça vienne nourrir la réflexion stratégique globale côté marque. Tu vois. Je sais pas, je prends un exemple concret. Brescola, je connaissais pas, j'ai goûté, c'est clairement bien meilleur que Coca-Cola parce que c'est beaucoup moins sucré. Ça, c'est un insight conso. C'est peut-être une hypothèse qu'on avait, mais on a réussi à le faire dire à un consommateur sur le terrain. Et il n'y a pas qu'une personne, il y a 2 ou 3 personnes qui l'ont dit. Tu vois, comment est-ce que vous avez réussi à retirer les trucs et surtout comment est-ce que ça vient informer la réflexion stratégique après? Je poserai mes autres questions. En gros, tous ces éléments-là, d'abord, nous permettaient sur le moment de savoir sur quoi on allait appuyer, par exemple sur le fait que ça soit moins sucré qu'un Coca, ça nous amène des éléments où on se dit que si on le répète, ça peut commencer aussi à créer quelque chose chez le conso. Donc c'est presque des interviews conso un peu indirectes. Et après nous l'objectif de ça c'est de se dire tu vois, sur presque notre mur client tire-fesse pour Brescola, c'est ça les éléments aujourd'hui que les consos ont, c'est pas ce que la direction marketing nous dit, et sur lesquels nous on va insister aussi en termes de stratégie quoi. C'est vraiment une stratégie de communication, c'est sur les réseaux sociaux mais ça reste une strate de com quoi. Okay. Donc vous avez produit tous ces pilotes qui seront, j'en suis sûr, validés par la direction marketing, qu'on va sortir. Qu'est-ce que vous regardez après? C'est quoi quels sont les indicateurs que vous regardez et comment, s'il y a des choix à faire, vous réfléchissez les choix qu'il y aura à faire sur la vue like. Ouais, je pense que est-ce qu'en termes de vue, ça part un peu les commentaires, je pense qu'il y a un truc où je pense les basiques. Les commentaires, les gens vont nous aider à améliorer le format.
En fait, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est presque voir comment le commentaire notamment sur TikTok, où les gens se disent putain, il y avait ça qui était hyper intéressant, c'est ça qu'ils ont fait qui a fait réagir les gens. Donc, dans nos vidéos, il faut qu'on retrouve ça à chaque fois. Ouais. Et après, je pense qu'il y a tout un suivi aussi. Et là, c'est vraiment plus, on va dans la data, c'est quoi les pics de follow du compte, parce que là, on va vraiment réveiller le compte, etc. En fonction du format posté ce jour-là, Ouais. entre guillemets. Et il y a des formats qui vont avoir un ratio un peu plus faible que d'autres, mais par contre, ils vont permettre de associer l'image de Brescola du coup à un suivi où genre j'ai envie de suivre le compte, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir la suite, etc. Et c'est là que ça va être intéressant aussi, parce que on va devoir à la fois avoir des formats qui performent, ça c'est une condition non négociable, tu vois, voilà pour le coup, mais aussi il va falloir créer une communauté. Et en fait, tu crées pas une communauté juste avec des formats qui performent. Il faut réussir à raconter une histoire, il faut réussir à créer du lien. Et c'est là où le risque de certains créateurs, où des fois on a des créateurs que moi je suis notamment, qui réussissent à fond à avoir que des formats qui performent. Mais par contre, ils touchent tellement de communautés différentes et du coup, il y a du mal à fédérer, quoi. Et où ils ont du mal à sortir du registre dans lequel ils se sont enfermés. Ouais, ils ont trouvé un truc qui marche avec un angle, une proposition de valeur spécifique. Ils le matraquent pour faire full croissance. Mais dès qu'il s'agit de faire un pas de côté pour donner à manger autre chose à leur audience qui va venir justement nourrir ce volet communautaire, enrichir l'histoire, tu vois, et du coup, par extension, ça enrichit l'histoire, mais ça enrichit aussi la représentation que tu te fais du créateur ou de la marque et donc le lien que tu entretiens avec lui. Et ça, il y a pas mal de marques et de créateurs qui ont du mal justement à venir élargir un peu leur palette, notamment parce que si ta seule métrique c'est la perf, bah, forcément des contenus qui ont plus une vocation à approfondir la relation, ils vont peut-être moins marcher, genre en termes de performance, parce qu'en fait tu parles à ton audience existante, tu parles pas à une nouvelle audience. Donc potentiellement c'est des trucs où il y aura moins de découvrabilité, mais par contre, et ce qui est plus dur à mesurer, c'est à quel point ça resserre le lien avec ton audience existante, quoi. J'aime bien, il y a sur Insta, il y a un petit camembert où tu peux voir le nombre de personnes qui te connaissent, qui suivent ta marque, etc., suivent ton compte. Et ça, c'est intéressant, du coup, demain, d'avoir des contenus où il y a quand même beaucoup des gens de la communauté qui le like. Et c'est volontaire. Tu le sais, tu vois, genre tu l'as fait pour ça et c'est OK. Donc, on a parlé des indicateurs que vous allez regarder pour faire vos choix. Votre parti pris, c'est quoi? C'est plutôt un truc... Alors, 3 cas de figure, ça cartonne, OK, on continue, on le matraque. So-so, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Qu'est-ce que vous faites? Et puis, bon, pareil, le truc évident de ça a pas marché. Enfin, encore que évident, non, pas forcément, mais si ça a pas marché, est-ce que vous jetez le format à la poubelle direct? Est-ce que vous posez la question de savoir comment on pourrait le faire évoluer? Enfin, voilà, je suis curieux de savoir en fonction des 3 cas de figure-là, comment vous gériez les... Très bonne question. Alors, déjà, alors, ils ne sont pas encore sortis, mais ce sont des formats qui ont, entre guillemets, déjà fait leur preuve. Tu as des gens qui arrivent à performer sur ce type de format, des créateurs, tout ça. Donc, je me dis, je ne jetterai pas non plus le format. Au bout d'un mois, je ne ferai pas une croix dessus, même si ça ne performait pas. Je me poserai la question plutôt de l'édito. C'est quoi peut-être les premiers signaux qu'on a? J'imagine que tout n'aura pas floppé. Donc, analyser les formats, mais tout, ça va être nombre d'enregistrements, commentaires, partages, tout, lire tout dans le détail et commencer, même si c'est des petits signaux, à les analyser et sûrement à réfléchir un peu plus loin, comment on peut être plus créatif, plus impactant, plus drôle, etc., etc. Donc ça va être... Mais je pense que, en tout cas, sur Brescola, là, que ça performe ou pas, je pense que les formats sont les bons, donc ça va être comment on les améliore dans tous les cas. Alors, si ça cartonne, c'est répliqué, on ne va pas changer quelque chose qui fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, réanalyser tout, réfléchir et faire différemment, quoi. Ouais, moi je pense qu'on a un truc qui est aussi important, c'est que nous on aura toujours un peu notre prisme marketeur, agence, technique, etc. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'aller montrer ce qu'on a fait à des consos. Et qu'ils puissent nous faire des feedbacks en disant je pense qu'on trouve nos 3 cibles et derrière chacun on les fait réagir à nos contenus et derrière on a des feedbacks en direct. J'aurais aimé ça, ce format là il me parle pas, parce que aussi c'est ça qui va nous permettre de créer ce lien entre la marque, parce que en fait si on fait que des formats qui surperforment mais qui touchent les mauvaises personnes, on aura peu ou pas d'intérêt. Et j'aime bien cette idée de je sais que pour certaines recos on montrait notre reco du coup à des enfants, typiquement si c'était ciblage enfant, et je trouve ça bien. Après ce premier mois de test et de pilote,
on va voir les consos directs, ils nous font leur feedback et les gens de l'agence, des gens externes, les clients. Les clients, des personnes des fois de la... Je sais que ma famille est très critique. Tu vas leur dire c'est bien, c'est pas bien. Ils auront un avis au moins et donc Et ça je pense permet que, d'avoir des retours. c'est important de le dire parce que c'est un écueil dans lequel on peut vite tomber, en particulier dans nos métiers, c'est de se cantonner à l'analyse quantitative entre guillemets et qui peut nous donner l'illusion d'une analyse qualitative. C'est-à-dire que sur la base d'un certain nombre de ratios ou sur certains indicateurs, tu peux, et je pense que c'est normal, avoir tendance à leur faire raconter une histoire. Tu vois. Et je pense qu'à un moment, et c'est pour ça que j'étais content que tu parles des commentaires, parce que je me dis effectivement l'analyse du sentiment dans les commentaires est pour moi un truc intéressant. Il faut qu'il y en ait déjà, parce qu'il y a aussi un monde où tu en as peu, et donc du coup, tu n'as pas grand-chose à analyser. Mais quand il y en a, je trouve ça cool aussi d'aller passer du temps dans comprendre effectivement qu'est-ce qui fait que les gens ont accroché ou pas sur le format, et qu'est-ce que ça nous dit pour les prochaines itérations. Tu vois. Et du coup, dans l'hypothèse où tu n'en aurais pas, ça peut être effectivement, comme vous le disiez, aller montrer les vidéos à des gens qui, dans un monde idéal, sont représentatifs des cibles qu'on cherche à toucher, et leur demander comment ils le perçoivent. Quoi. Je pense que c'est hyper important. Et après, c'est aussi ça qui est spécial sur les réseaux sociaux, c'est que typiquement ce qui a marché pour le lancement, si bien dans 3 mois, il y a un nouveau truc qui va arriver et on devra retenter. Mais ce qui rend nos métiers intéressants. Ce que je peux se relancer tous les mois. Ce que je trouve bien avec Brescola, là, ce qu'on a fait, c'est que je trouve qu'on annonce vraiment qu'il y a un changement. C'est assez, c'est marqué. C'est marqué. Et derrière, les gens qui suivaient la marque, qui étaient intéressés par la marque, pour le coup, là, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en plus, on est sur une strate très incarnée avec Anthony, qui sera très visible. Donc voilà, il y a aussi ce visage. Il faut que les gens apprennent à découvrir Anthony, qu'ils voient un peu comment il fonctionne. Peut-être bientôt, il n'y aura plus de visage parce qu'il sera sous un masque de catch. Oui, exactement. Mais je trouve ça cool et j'aime bien le mood qu'on a eu et de prendre le temps, et surtout c'est avoir la confiance aussi d'un client. C'est le taf qu'on a fait. Les contenus sont pas encore validés, mais je pense que ça va le faire, j'espère. Et on était avec la cliente sur Charlotte sur le shoot aussi. C'était un vrai plus de pouvoir nous faire en disant j'espère que je vais garder mon métier. Mais oui, pas d'inquiétude. Allez Charlotte. suivre Brescola sur les réseaux et comme ça vous aurez la réponse à est-ce qu'on a pu sortir tous ces formats. La suite au prochain épisode. Les gars, du coup, est-ce que vous avez des petites recommandations de comptes Insta, TikTok, des livres, des webinars, des choses à recommander à notre chère communauté? Oui, vas-y, commence Glenn. T'es là, moi, chaud. Avant que tu décèdes. Exactement. Après, je pose le mic. Okay. En gros, moi, j'ai une reco, c'est September Studio. C'est de l'anglais. En gros, c'est un fleuriste qui cartonne sur les réseaux, plus d'1 million d'abonnés, des reach de malade, un engagement de dingue. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a tout compris. Il fait la gueule. Il fait des moves des fois un peu particuliers, tu vois. Même, tu vois, c'est pas forcément le BG type, mais il a un truc, il a du charisme. Et surtout, il a toujours ces formats hyper percutants, hyper courts et des réalisations où tu as un effet waouh. Il faut pas oublier que tu as beau avoir ton format, avoir tous les éléments pour réussir. Si tu n'as pas cet effet waouh, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Donc, c'est des vidéos assez short, toujours une bonne hook. Quand je te l'ai montré, tu disais aussi que tu le suivais depuis un moment. Au début, il avait des hooks très fortes. Aujourd'hui, c'est relativement basique, mais ça fonctionne aussi, quoi. C'est-à-dire, il commence son pot de fleurs, ou en tout cas sa composition. Et après, en 15 secondes, tu vois le résultat, mais toujours avec cette mimique aussi. Et je pense que c'est ce que les gens recherchent. Une forme de nonchalance, où il danse, mais c'est pas la meilleure danseur du monde, mais ça marche. Une musique que tu n'attends pas forcément chez un fleuriste. Donc c'est vraiment ce format-là que je kiffe. Et je me dis, voilà, quand tu as trouvé ce truc-là, c'est pépite, quoi. Ok. Et toi ? Je me lance. Le nom a un nom improbable, c'est Oneis 652. O-H-N-E-I-S 652. Et c'est un mec 92 000 abonnés sur Instagram. Il a des vidéos qu'on fait 14 000 likes, donc en termes de ratio abonnés, engagement, etc. Et en fait, il est spécialisé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc l'IA générative, plutôt sur la partie image, mais avec des applications très spécifiques. Et donc là, il a une vidéo, et je t'enverrai cette vidéo-là en particulier parce que je la trouve particulièrement intéressante, Tom, et tu pourras la partager.
sur si je devais utiliser l'IA pour générer des contenus pour une marque de running, à quoi ça ressemblerait. Et en fait, il a un truc qui est hyper dans l'air du temps avec des visuels donc, qui sont ultra moody, super esthétiques, avec du motion blur, mais photoréaliste de fou. Et en fait, à aucun moment, tu imagines que c'est fait avec de l'IA, donc c'est assez bluffant. Et sur genre une marque de running ou de sportswear minimaliste, j'imagine assez bien ce genre de contenu dans un feed Instagram. Vraiment, c'est mood, je vais courir au lever du jour avec ma team et on est là, on se dépasse, tu vois. Donc, et tu prends un café et après. tu prends un café dans le marais à la fin. Yes. Donc ça me parle beaucoup, mais surtout très bluffé par la qualité des générations et la complexité de ses prompts, parce qu'il en partage un certain nombre. Et il l'a fait pour plusieurs types de marques et ou de use case que je trouve assez intéressant. Et on sort vraiment de la génération basique, quoi. Tu sens que le mec, il a vraiment taffé son truc. Et c'est assez bluffant, les résultats sont assez cool. Donc comme on en a parlé il n'y a pas longtemps, je trouvais ça intéressant de le partager. Trop bien. Et toi ? Et moi, ma petite reco, c'est un compte qui n'a pas beaucoup d'abonnés, qui en a 7000. Donc, quand je l'ai trouvé, il était à 4500, etc. Et du coup, c'est un apprenti en France qui documente son apprentissage. Je le trouve hyper intéressant parce que moi qui est passionné de cuisine, j'apprends en même temps que lui. Donc, je trouve ça cool. Et en même temps, tu as les coulisses d'un restaurant de chef. Il s'appelle William_VLMN. Derrière, il documente tout ça avec un petit format vlog, des astuces de recettes, un peu d'humour, etc. C'est filmé à l'iPhone, de manière très classique. C'est un jeune apprenti. Et je trouve ça intéressant de le suivre. Et typiquement, moi, je les follow parce que je voulais savoir ce que ça donnerait. Voilà, c'est quoi les prochaines étapes de sa vie, etc. Et il a des formats qui ultra performent. Donc voilà, il lui manque un poil, je pense, de récurrence sur ses contenus pour que derrière il ait un masse d'abonnés. Mais en tout cas, à suivre, gros potentiel. Je me dis un petit partenariat avec des marques food service, ça pourrait être cool. Très intéressant et gros potentiel parce que pour l'instant, il n'y a aucune marque qui bosse avec lui. Ouais, Donc, s'il y a des marques qui veulent bosser. Exactement. Ben, chercheur de pépites. Depuis 1995. Oh là là. J'étais en train d'essayer de faire le calcul dans ma tête. Attends, c'était trop cool. C'était trop cool de faire ce podcast avec vous, les gars. Merci Glenn d'être venu parce que t'étais à New York. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Il était au fond de son lit. Ouais. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode. Et n'hésitez pas si pareil vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à les foutre dans les commentaires. Ciao, ciao. Salut. Ciao.